Il y a 7 ans, le millionnaire aveugle dînait seul, jusqu'à ce que la petite fille de la femme de ménage fasse l'impossible. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. La pluie tambourinait aux fenêtres du manoir, dans le quartier de Sion, comme des doigts impatients, mais Léon Vidal ne s'en apercevait même pas. À 52 ans, plongé dans l'obscurité depuis exactement 7 ans, il avait développé une routine aussi précise qu'un métronome. Il était 18h45 lorsque ses pas résonnèrent dans le couloir en marbre, comptant mentalement chaque pas jusqu'à la salle à manger. 23 pas depuis. L'escalier, tourné à gauche, 12 pas jusqu'à la chaise à dossier haut. « Monsieur Léon, le dîner est servi », annonça Madame Constance, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis 15 ans. Sa voix portait le même ton respectueux et distant de toujours, résultat d'années passées avec un patron qui avait fait du silence sa principale compagnie. « Merci, Constance. Vous pouvez vous retirer, » répondit-il, s'installant à la tête de la table en bois de rose qui pouvait accueillir 12 personnes, mais qui recevait depuis des années seulement un dîner solitaire. L'arôme du hachis parmentier de viande séchée montait jusqu'à ses narines. Mais Léon mangeait mécaniquement, plus par nécessité que par plaisir. L'horloge autrichienne au mur marquait le temps avec son battement métallique et constant, un son qui était devenu sa seule compagnie pendant les repas. Cette horloge avait appartenu à son père Jacques Vidal, un immigrant portugais qui avait construit un empire de biotechnologie à partir d'une petite pharmacie au centre de Lyon. « Le temps est la seule richesse que nous ne pouvons pas racheter, mon fils », avait l'habitude de dire le vieux Jacques. Maintenant, ironiquement, le temps semblait suspendu dans la vie de Léon. Son esprit erra vers l'accident qui avait tout changé. C'était un matin de mars 2017 et il inspectait une nouvelle ligne de production à l'usine à Saint-Denis lorsqu'une explosion dans le secteur chimique l'atteignit de plein fouet. Des fragments de verre et des produits chimiques brûlèrent sa cornée de manière irréparable. L'homme qui dirigeait des réunions d'une main ferme et voyait des opportunités là où d'autres voyant des obstacles, naviguait maintenant dans la vie par le toucher, l'audition et une mémoire qui était devenue son principal outil de travail. « Monsieur, puis-je entrer ?» La voix de Constance interrompit ses pensées mélancoliques. « Parlez !» dit Léon, sans lever la tête de son assiette. « C'est au sujet de la femme de ménage qui commencera demain, Rosalie. Elle est très recommandée par le voisinage. Elle a travaillé chez Madame Marina pendant 5 ans sans aucun problème. » Léon soupira. Au cours des derniers mois, 3 femmes de ménage avaient passé par la maison et toutes avaient abandonné le travail en affirmant que le patron était très difficile à gérer. Il savait que sa personnalité était devenue trop rugueuse, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque bruit hors de place, chaque meuble mal aligné, chaque routine brisée représentait une menace à l'équilibre fragile qu'il avait construit pour survivre dans son monde sans lumière. Faites-lui clairement comprendre les règles, Constance. Rien ne doit être déplacé sans ma permission. Les livres en braille de la bibliothèque ne doivent pas être touchés. Le bureau est un territoire interdit. Et surtout, il marqua une pause, respirant profondément, aucune conversation inutile. Je paie pour le travail, pas pour la compagnie. Oui, monsieur. Elle arrive à 7 heures du matin. Après le départ de Constance, Léon resta assis, écoutant la tempête à l'extérieur s'intensifier. Le vent du sud, typique de l'automne lyonnais, sifflait entre les feuilles des jacarandas qui ornaient le jardin. Quand il voyait encore, il adorait contempler ces arbres centenaires que son père avait plantés lorsqu'il avait acheté la propriété. Le manoir était un exemple de l'architecture coloniale lyonnaise, avec 3 étages et 15 pièces. Au rez-de-chaussée se trouvaient le salon, la bibliothèque, la salle à manger, la cuisine et le bureau. Le 2e étage abritait 4 suites, y compris la suite principale, où Léon dormait seul depuis des années. Le 3e étage, qui fonctionnait autrefois comme une aire de loisirs avec salle de jeu et home cinéma, était fermé depuis l'accident. C'était trop de souvenirs d'une vie qui n'existait plus.
Il se leva de la table avec des mouvements précis. Il avait mémorisé chaque détail de la maison, la hauteur exacte des marches de l'escalier, 18 centimètres chacune, la texture de la rampe en jacaranda, la distance entre les meubles. Sa routine nocturne était invariable. Monter dans sa chambre, allumer la radio sur une station de musique classique et revoir mentalement les rapports financiers que son comptable Dr Adhémar avait lus le matin. La Vidal Biotech continuait de prospérer sous sa direction à distance. Il dirigeait des réunions par vidéoconférence, approuvait des investissements par téléphone et prenait des décisions en se basant uniquement sur des rapports détaillés que ses employés lisaient mot à mot. Sa mémoire photographique, désormais auditive, traitait des chiffres, des pourcentages et des projections avec une précision qui impressionnait même ses concurrents. Dans sa chambre, il s'assit dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. La pluie continuait de tomber fort, et il pouvait distinguer le son de l'eau s'écoulant par les gouttières du bruit des gouttes frappant les feuilles du jardin. Ce type de perception aiguisée s'était développé naturellement après l'accident, une compensation cruelle que la nature offrait à ceux privés de vision. Son esprit dériva inévitablement vers Caroline, sa filleule et unique héritière. Fille de son défunt frère cadet, Pierre, elle avait progressivement assumé plusieurs responsabilités administratives de l'entreprise. Elle était diplômée en administration de l'Université Lumière Lyon 2 et avait un master en gestion d'entreprise. À 35 ans, Caroline était efficace, ponctuelle et démontrait une connaissance impressionnante des affaires familiales. Cependant, Léon percevait une froideur dans ses visites bimensuelles qui le dérangeait profondément. « Tonton, les chiffres du premier trimestre sont excellents. Nous avons réussi à augmenter notre marge bénéficiaire de 12%, avait-elle dit lors de sa dernière visite, sa voix chargée de satisfaction professionnelle, mais dépourvue de toute chaleur familiale. La relation entre eux avait toujours été cordiale, mais distante. Après la mort de Pierre dans un accident de voiture, lorsque Caroline avait 20 ans, Léon avait pris la responsabilité de la guider professionnellement. Elle s'était montrée une élève dévouée, absorbant des connaissances sur la biotechnologie et l'administration avec une voracité impressionnante. Cependant, depuis l'accident de Léon, quelque chose avait changé dans leur dynamique. L'horloge de la table marquait 22h30, lorsque il se prépara enfin à dormir. Demain serait un jour identique aux 2555 derniers jours depuis l'accident. La même routine, les mêmes sons, les mêmes absences. L'arrivée de la nouvelle femme de ménage ne représenterait qu'une variable de plus à contrôler dans son monde méticuleusement organisé. Alors que la pluie diminuait enfin dehors, Léon Vidal s'endormit sans imaginer que dans les 8 prochaines heures, sa vie recevrait la visite de quelqu'un qui transformerait à jamais le silence assourdissant de son existence. Quelqu'un de si petit et spécial qu'il parviendrait à voir, à travers sa propre difficulté de communication, l'âme emprisonnée d'un homme qui avait oublié comment se connecter au monde. Le réveil sonna à 6 heures précises, comme tous les jours depuis 7 ans. Léon étendit son bras droit exactement 45 cm pour atteindre l'appareil sur la table de nuit, une distance qu'il connaissait par cœur. Sa routine matinale était un rituel sacré. 15 minutes d'étirement, une douche de 20 minutes, café du matin à 7h15. Rien ne pouvait briser cette séquence qui le maintenait sain et productif. À 7h05, alors qu'il se rasait avec la précision d'un horloger, il entendit la sonnette. Rosalie, la nouvelle femme de ménage, était arrivée à l'heure. Par la fenêtre, entr'ouverte de la salle de bain, il capta des fragments de la conversation entre elle et Constance dans le jardin. « Merci pour l'opportunité, Madame Constance. Je sais qu'il est assez rigoureux. » Monsieur Léon accorde beaucoup d'importance à l'organisation. Il a perdu la vue dans un accident et a développé une routine très spécifique. Si vous suivez les règles à la lettre, vous n'aurez pas de problème. La voix de Rosalie était mature, respectueuse, avec un accent typique du sud de la France. Léon calcula mentalement qu'elle devait avoir entre 35 et 40 ans. Il y avait quelque chose de réconfortant
dans son intonation différente de la précipitation nerveuse des autres femmes de ménage qui avaient travaillé dans la maison. « Je comprends parfaitement. J'ai déjà travaillé avec des personnes spéciales auparavant, » répondit Rosalie avec une sincérité naturelle. Il descendit pour le café du matin à 7h15 précise. Dans la salle à manger, il trouva la table dressée avec sa précision habituelle. Tasse de café à 5 cm du bord droit, assiette avec 2 tranches de pain complet à 10 cm de la tasse, pot de confiture de myrtille du domaine de la Sainte-Claire au centre. Des détails qui pouvaient sembler obsessionnels pour d'autres, mais qui pour Léon représentaient sécurité et contrôle. « Bonjour, monsieur Léon », salua Rosalie lorsqu'il entra dans la pièce. Sa voix portait une tranquillité qui le surprit. Il n'y avait ni nervosité, ni déférence excessive. « Bonjour, Constance a-t-elle expliqué les règles ? » ?»« Oui, monsieur. Puis-je commencer par le salon ? J'ai l'intention de faire un nettoyage en profondeur des meubles aujourd'hui. » Léon acquiesça et se concentra sur son café du matin. Rosalie s'éloigna avec des pas légers, presque silencieux. Pendant l'heure suivante, alors qu'il révisait mentalement les rapports financiers qu'il analyserait avec Dr Adrien à 9h, il remarqua que les bruits venant du salon étaient différents. Il n'y avait ni précipitation, ni mouvement brusque. Chaque objet semblait être traité avec un soin particulier, comme si elle comprenait que dans cette maison, chaque chose avait sa place sacrée. À 9h, Dr Adrien arriva avec une ponctualité militaire. Adrien Couteau était le comptable de la famille Vidal depuis 20 ans, un homme méticuleux de 58 ans qui connaissait chaque centime de la fortune de Léon. Sa voix posée et didactique était devenue le lien entre l'homme d'affaires et le monde des chiffres. « Léon, nous avons d'excellentes nouvelles. Le laboratoire de recherche à Saint-Romain-des-Îles a enregistré 3 nouveaux brevets ce mois-ci. Caroline a mené les négociations de licence avec brio, rapporta Adrien en ouvrant le dossier avec les documents. Alors qu'il écoutait les chiffres du chiffre d'affaires mensuel, une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année précédente, Léon perçut un bruit étrange venant de la bibliothèque. Un bruit doux, presque imperceptible, comme si quelqu'un feuilletait des pages très lentement. « Adrien, je vous demande la permission un instant » interrompit-il en fronçant les sourcils. Il se leva avec détermination et se dirigea vers la bibliothèque, comptant les pas automatiquement. 8 pas jusqu'à la porte, tourner la poignée en bronze, 6 pas de plus jusqu'au centre de la pièce. Mais quelque chose était différent. Il y avait une présence là, petite et silencieuse. « Qui est dans la bibliothèque ?» demanda-t-il d'une voix ferme, mais non agressive. Silence, juste le bruit presque inaudible de pages tournées. « Je sais qu'il y a quelqu'un ici. »« Rosalie, êtes-vous dans la bibliothèque ?» Un bruit de pas rapide vint du couloir. « Monsieur Léon, pardonnez-moi, c'est ma fille, Laura. Elle est venue avec moi aujourd'hui parce que je n'avais personne pour la garder. Son école est en congé. » Léon ressentit un mélange d'irritation et de curiosité. Aucun enfant n'avait mis les pieds dans cette maison depuis 7 ans. Sa routine était en train d'être brisée, mais quelque chose dans la situation l'intriguait. « Quel âge a-t-elle » ? « 7 ans, monsieur. Elle est très bien élevée. Je promets qu'elle ne va pas déranger. Laura, viens ici, ma fille. » Ce qui se passa ensuite prit Léon complètement au dépourvu. Au lieu de pas précipiter ou d'un enfant parlant rapidement pour s'excuser, il n'entendit qu'un mouvement doux, comme si de petits pieds nus glissaient sur le tapis persa. Et alors, le plus surprenant, il sentit une petite main chaude toucher légèrement sa main droite. Laura a des difficultés d'élocution, monsieur Léon. Elle communique plus par gestes et, elle a une façon spéciale de parler aux gens. La petite fille ne dit rien, mais sa main resta sur celle de Léon pendant quelques secondes. C'était un toucher délicat, sans peur, comme si elle essayait de transmettre un message silencieux. Pour la première fois depuis des années, il se sentit véritablement curieux d'une autre personne. Que faisait-elle avec mes livres ? Elle est fascinée par les petits points dans les livres, expliqua Rosalie, gênée.
Laura ne sait pas encore ce qu'est le braille, mais elle passe ses petits doigts sur les pages comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Léon se baissa pour se mettre à la hauteur de la petite fille. Il put sentir sa respiration légère et réaliser qu'elle sentait le savon de glycérine et le shampoing à la camomille. « Laura, sais-tu ce que sont ces points dans les livres ?» La réponse vint, de manière inattendue. La petite fille prit sa main et la guida jusqu'à une page ouverte, pressant ses doigts sur les points en relief. C'était comme si elle voulait qu'il lise pour elle, sans comprendre que c'était exactement ses yeux qu'il utilisait pour voir les mots. « C'est une enfant spéciale, n'est-ce pas ?» demanda Léon, sa voix plus douce. « Très spéciale, » confirma Rosalie, avec une fierté maternelle évidente. Laura a un syndrome qui affecte la parole, mais elle voit le monde d'une manière unique. Parfois, je pense qu'elle perçoit des choses que nous n'imaginons même pas. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Laura reprit la main de Léon et la guida jusqu'à son propre visage, comme si elle voulait qu'il la voie à travers le toucher. Ses traits étaient délicats, avec des cheveux bouclés et des joues rondes typiques de son âge. Et quand elle sourit, Léon ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une connexion humaine authentique et dépourvue de tout intérêt. « Elle peut rester à la bibliothèque pendant que vous travaillez, » dit-il, se surprenant lui-même. « Mais attention aux livres. Monsieur, êtes-vous sûr? Je peux trouver un autre endroit pour elle. »« Pas besoin, Laura. Aimes-tu les histoires ?» La petite fille applaudit doucement 2 fois, apparemment sa façon de dire « Oui, alors elle peut rester. Il y a beaucoup de livres d'histoire ici. » Lorsqu'il retourna pour continuer la réunion avec Dr Adrien, Léon ressentait une étrange sensation. Pour la première fois en 7 ans, sa maison ne semblait pas complètement silencieuse. Il y avait une nouvelle vie circulant dans les couloirs, une énergie petite mais puissante qui commençait à réveiller quelque chose d'endormi dans son cœur endurci par la solitude. Pendant le reste de la matinée, alors qu'il discutait d'investissement et de stratégie commerciale, son attention était divisée entre les chiffres et les petits bruits venant de la bibliothèque. Laura découvrait son monde de livres avec le même enchantement qu'il avait lui-même ressenti dans les premiers mois après l'accident, lorsque le braille était devenu sa fenêtre sur les mots. Sans s'en rendre compte, Léon Vidal venait d'ouvrir la première fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui-même. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Rosalie et Laura au manoir, et la routine de Léon avait subi des changements presque imperceptibles, mais significatifs. À 10h30 du matin, après avoir terminé ses appels d'affaires, il se surprenait à prêter attention aux sons venant de la bibliothèque. Laura avait établi son petit territoire là-bas, toujours accompagné d'un dossier avec des feuilles de papier et des crayons de couleur que sa mère apportait. Ce mardi pluvieux d'avril, Léon décida de rompre sa routine pour la première fois en des années. Au lieu de se diriger directement vers son bureau après le café du matin, il marcha jusqu'à la bibliothèque. Laura était là, comme toujours, assise sur le tapis persan, les jambes croisées. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie sereine qu'il ne parvenait pas à identifier. « Bonjour, Laura » salua-t-il, s'asseyant dans le fauteuil en cuir près de l'étagère principale. La réponse vint sous la forme de 3 légers coups sur le sol en bois. Léon avait découvert que c'était la façon de la petite fille de dire « bonjour ». Chaque interaction avec elle était devenue une sorte de déchiffrage de code. Et il s'étonna de réaliser qu'il attendait ces petites conversations muettes. « Que fais-tu aujourd'hui » Laura se leva et s'approcha de lui, tendant une feuille de papier. Léon prit le dessin entre ses doigts, essayant d'interpréter à travers le toucher les marques du crayon sur la surface. Il pouvait sentir des lignes courbes, quelques zones où elle avait appuyé plus fort, créant de petites élévations. « Rosalie, peux-tu me dire ce que Laura a dessiné ?» demanda-t-il lorsque la femme apparut à la porte de la bibliothèque avec un plumeau à la main. « Oh, monsieur Léon, c'est un dessin de vous assis dans ce fauteuil, entouré de livres. Elle vous a dessiné avec un sourire sur le visage,
expliqua Rosalie, avec une tendresse maternelle dans la voix. Laura dessine votre portrait tous les jours. L'information le toucha profondément. Une enfant de 7 ans, qui le connaissait à peine, le représentait en train de sourire. Quand a été la dernière fois que quelqu'un l'avait vu ou imaginé sourire? Laura, veux-tu que je te lise une histoire? La petite fille applaudit 2 fois, son oui enthousiaste. Léon se leva et se dirigea vers l'étagère où il gardait les livres pour enfants qui avaient appartenu à Pierre lorsqu'il était enfant. Ses doigts dansèrent sur les volumes jusqu'à ce qu'il trouve une édition en braille du Petit Prince qu'il avait lui-même fait réaliser des années auparavant. En lisant, il remarqua que Laura s'était installée sur le sol tout près de son fauteuil. Parfois, elle touchait légèrement sa jambe, comme si elle voulait s'assurer qu'il était toujours là. Lorsqu'il arriva au passage sur la rose et ses exigences, il ressentit un contact différent. Laura avait mis sa main sur la sienne, interrompant la lecture. « Qu'est-ce qui se passe, petite ?» Laura se leva et courut hors de la bibliothèque. Léon était confus, inquiet d'avoir dit quelque chose d'inapproprié. Mais quelques minutes plus tard, elle revint et pressa quelque chose dans sa main, une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. C'était un bouton de rose du jardin devant, encore humide de la pluie matinale. « Elle a apporté une rose pour accompagner l'histoire », expliqua Rosalie, qui observait la scène depuis la porte. Laura a cette capacité de connecter les choses d'une manière qui, parfois je pense qu'elle comprend plus du monde que nous n'imaginons. Cet après-midi-là, après que Rosalie et Laura soient parties, Léon se retrouva à faire quelque chose d'inédit. Il garda la petite rose dans un verre d'eau sur son bureau. Le parfum doux de la fleur lui rappela des souvenirs de son enfance lorsqu'il aidait sa mère, Madame Clémentine, à s'occuper du jardin de la maison familiale dans le quartier de la Croix-Rousse. Le jeudi suivant, Laura apporta des nouvelles. Rosalie avait dit que la petite fille avait été agitée toute la matinée, gardant quelque chose de spécial dans son sac à dos pour montrer à Monsieur Léo. Le surnom affectueux qu'elle avait créé pour lui, communiqué à travers des gestes, pour sa mère. « Monsieur Léon, Laura veut vous montrer quelque chose. C'est à propos de la musique, » annonça Rosalie en arrivant. Laura guida Léon jusqu'au piano à queue Steinway qui occupait un coin du salon. L'instrument avait été un cadeau de mariage qu'il avait offert à sa défunte épouse, Isabelle. Personne n'avait touché ses touches depuis sa mort il y a 12 ans. Le piano était accordé. Léon veillait à ce qu'un accordeur visite la maison tous les 6 mois, mais restait silencieux comme une promesse non tenue. Laura monta sur le banc du piano et, à la surprise de tous, commença à jouer. Ce n'étaient pas des accords complexes, mais une mélodie simple et touchante qu'elle semblait avoir créée. Ses petites mains dansaient sur les touches avec une impressionnante naturelle pour une enfant qui, apparemment, n'avait jamais eu de cours de musique formelle. « Comment a-t-elle appris ça ?» demanda Léon, véritablement étonné. « Laura a toujours eu un don pour la musique », expliqua Rosalie avec une fierté évidente. À l'école inclusive où elle étudie, la professeure d'arts a dit qu'elle a l'oreille absolue. Elle peut reproduire n'importe quelle mélodie qu'elle entend. La fillette cessa de jouer et regarda Léon, attendant sa réaction. Il s'approcha du piano et s'assit à côté d'elle sur le banc. Ses mains, qui n'avaient pas touché un piano depuis des années, trouvèrent les touches presque par instinct. Il commença à jouer pour Élise de Beethoven, l'une des pièces préférées d'Isabelle. Laura resta en silence, absorbant chaque note. Lorsque Léon termina, elle posa ses petites mains sur les siennes et commença à reproduire la même mélodie, note par note, comme si elle avait mémorisé instantanément l'exécution complète. « Mon Dieu !» murmura Rosalie. Elle n'a jamais joué cette musique auparavant. À ce moment-là, Léon comprit qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire. Laura n'avait pas seulement un talent musical exceptionnel, mais elle parvenait à se connecter avec lui à travers le langage universel de la musique d'une manière que les mots ne permettraient jamais. Au cours des jours suivants, les après-midi de musique devinrent une partie de leur routine. Laura arrivait toujours impatiente de jouer avec Monsieur Léon.
Elle avait créé de petites compositions, des mélodies simples mais chargées d'émotions qui semblaient traduire des sentiments pour lesquels elle n'avait pas de mots. L'une de ces mélodies, en particulier, touchait le cœur de Léon d'une manière spéciale. C'était une musique douce et mélancolique que Laura jouait chaque fois qu'elle percevait qu'il était triste. Elle avait développé une sensibilité incroyable pour capter ses états émotionnels à travers de petits signes, le rythme de sa respiration, sa façon de marcher, même la manière dont il tenait des objets. « Comment c'est-elle quand je suis triste ?» demanda-t-il à Rosalie un après-midi. Laura a toujours été comme ça. Depuis petite, elle lit les gens d'une manière différente. Je pense que parce qu'elle ne parle pas comme les autres enfants, elle a développé d'autres façons de comprendre le monde et les gens. Cette révélation fit réfléchir Léon profondément sur son propre parcours. Tout comme Laura avait développé des formes alternatives de communication, lui-même avait appris à naviguer dans le monde à travers d'autres sens, après avoir perdu la vue. Il y avait une connexion profonde entre eux, deux êtres humains qui percevaient le monde différemment de la plupart des gens. Le dernier vendredi d'avril, Laura fit quelque chose qui changerait définitivement la dynamique de la maison. Elle apporta un dessin différent. C'était Léon jouant du piano. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés sur le banc du piano, il y avait une petite figure, elle-même, et autour d'eux, sur toute la feuille, Laura avait dessiné des notes de musique colorées flottant dans l'air. Lorsque Rosalie décrivit le dessin, Léon ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Une enfant l'avait inclus dans sa vision du bonheur. Pour Laura, la joie était de jouer de la musique à ses côtés, partageant des mélodies dans un monde silencieux mais plein de sens. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Léon réalisa que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. La maison n'était plus seulement un refuge silencieux. C'était un endroit où la musique était revenue à l'existence, où de petites mains avaient redonné vie aux touches abandonnées, où le silence avait gagné un nouveau langage, le langage de l'affection sincère et de la véritable connexion. Le mois de mai arriva avec des températures plus douces et une routine que Léon n'aurait jamais imaginée possible. Les après-midi de musique avec Laura étaient devenus le point culminant de ses journées, mais ce fut un lundi matin que sa vie ordonnée reçut le premier grand choc depuis l'arrivée de la fillette dans sa maison. Il était 8h30 lorsque le téléphone sonna dans le bureau. Docteur Adrien appelait en urgence, brisant le protocole de ne contacter qu'après 9h. « Léon, nous devons parler en personne. C'est à propos de mouvements financiers que j'ai découverts hier lors de la révision des relevés. Peut-on se voir ce matin ?» L'inquiétude dans la voix du comptable était évidente. En 20 ans de partenariat, Adrien n'avait jamais semblé aussi préoccupé. « Bien sûr, Adrien. Arrivez quand vous pouvez. » En attendant, Léon ressentit une inquiétude croissante. Ses affaires prospéraient, les actions de Vidal Biotech avaient augmenté de 15% au dernier trimestre, et Caroline avait présenté des rapports systématiquement positifs. Que pouvait-il bien y avoir qui perturbait tant Adrien? À 9h15, Dr Adrien arriva accompagné de son assistante, Dr Fernande, une auditrice spécialisée dans les crimes financiers qui fournissait occasionnellement des services à de grandes entreprises de Lyon. Sa présence lors de la réunion déclencha toutes les alertes dans l'esprit de Léon. « Léon, je dois être direct avec toi », commença Adrien, sa voix chargée de tension. « Lors de l'audit de routine que je fais chaque mois, j'ai détecté des transferts non autorisés de comptes de l'entreprise, des montants significatifs. Quel type de transfert? Vers où? Ce sont des mouvements vers des comptes dans des paradis fiscaux, les îles Caïmans, spécifiquement. Le schéma se répète depuis 6 mois, toujours pour des montants qui restent en dessous du seuil qui exige une communication à la Banque centrale. » Dr Fernande ouvrit son dossier et commença à détailler les découvertes. Monsieur Vidal, nous avons identifié 17 transferts, totalisant 2 400 000 €, tous autorisés avec votre signature numérique, mais réalisés à des horaires et dates qui
ne correspondent pas à leur présence enregistrée dans le système de l'entreprise. La révélation frappa Léon comme un coup de poing dans l'estomac. Seules 3 personnes avaient accès à sa recherche numérique. Lui-même, Dr Adrien et Caroline. Et il savait qu'Adrien ne ferait jamais une chose pareille. « Caroline, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les présents. Je crains que ce soit la conclusion. La plus logique, confirma Adrien avec regret. Les mouvements se produisent toujours les mardis et jeudis, exactement les jours où Caroline a un accès total au système financier de l'entreprise. À ce moment-là, Léon entendit des pas dans le couloir. C'était Rosalie, probablement en train de nettoyer le salon, mais quelque chose dans la situation le fit prêter une attention particulière au son de la maison. Laura était dans la bibliothèque, comme toujours, mais il ressentait une agitation différente venant de la fillette. « Messieurs, je vous demande de garder le silence absolu sur cette découverte jusqu'à ce que je décide. »« Comment procéder ?» dit Léon, sa voix contrôlée mais ferme. « J'ai besoin de preuves plus solides avant de confronter Caroline. »« Nous préparons déjà un rapport complet, » assura Dr Fernande, « mais je recommande que vous preniez des mesures préventives immédiates. Annuler son accès serait le premier pas. » Après le départ d'Adrien et Fernande, Léon resta seul dans le bureau, traitant l'ampleur de la trahison. Caroline, qu'il avait traitée comme sa fille après la mort de Pierre, était en train de voler systématiquement l'entreprise qu'il avait construite avec des décennies de travail acharné. C'est alors qu'il remarqua une présence à la porte. Laura était là, debout dans l'embrasure de la porte, captant clairement la tension émotionnelle qui émanait de lui. La fillette s'approcha lentement et sans avertissement, grimpa sur ses genoux et posa sa tête sur sa poitrine, comme si elle voulait offrir un réconfort silencieux. « Elle sait quand vous êtes triste, » dit Rosalie, apparaissant à la porte du bureau. Laura est venue en courant de la bibliothèque dès qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. La perception extraordinaire de la fillette toucha profondément Léon. En une matinée dévastatrice de découverte familiale, un enfant qu'il connaissait depuis seulement 5 semaines offrait le type de soutien émotionnel qu'il n'avait pas reçu depuis des années. « Rosalie, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, monsieur Léon. Comment faites-vous pour faire confiance aux gens après avoir été déçus ?» Rosalie hésita un moment, réalisant clairement la douleur derrière la question. « Monsieur, j'ai appris qu'il y a des gens bons et des gens mauvais dans le monde. Mais si nous laissons les gens mauvais gâcher notre capacité à voir le bien chez les autres, ils gagnent 2 fois, d'abord en nous blessant, puis en nous empêchant d'être heureux. » La sagesse simple mais profonde de la femme résonna dans l'esprit de Léon tout au long de la journée. Laura resta plus longtemps que d'habitude dans le domaine, semblant deviner qu'il avait besoin de compagnie. Elle dessina compulsivement tout l'après-midi, des images de lui entourées de figures colorées représentant protection et affection. Mercredi, Caroline fit sa visite bimensuelle de routine. Elle arriva à 14 heures précises, comme toujours, apportant des rapports méticuleusement organisés et un sourire professionnel que Léon voyait maintenant sous un jour complètement différent. « Tonton, nous avons d'excellentes nouvelles concernant le laboratoire de Saint-Denis. Nous avons réussi à conclure un contrat de fourniture avec une chaîne de pharmacie de l'intérieur qui rapportera au moins 300 000 € par mois, » annonça-t-elle, sa voix chargée de l'efficacité que Léon avait toujours admirée. Pendant que Caroline détaillait les chiffres, il prêtait attention à des nuances qu'il avait ignorées auparavant. La façon dont elle parlait d'argent avec un enthousiasme presque fébrile. Comment elle dirigeait toujours la conversation vers des valeurs et des chiffres au lieu de personnes ou des objectifs plus grands de l'entreprise. Comment ses éloges aux employés étaient toujours accompagnés de commentaires sur les coûts et la productivité. « Caroline, je veux examiner personnellement toutes les transactions financières des dernières semaines, » dit-il de manière décontractée, testant sa réaction. Il y eut une pause presque imperceptible avant qu'elle ne réponde. « Bien sûr, tonton, je vais organiser tous les documents. Y a-t-il une préoccupation spécifique ? » « Aucune préoccupation. J'aime juste garder un contrôle total sur les chiffres. » Pendant le reste de la réunion, Léon remarqua des signes qui lui avaient échappé auparavant.
Caroline parlait trop vite lorsqu'on lui posait des questions sur des détails spécifiques. Ses explications sur certains investissements étaient vagues, pleines de jargon technique qui semblait conçu pour embrouiller plutôt que pour éclaircir. Après son départ, Laura apparut à la porte du bureau avec un dessin différent des autres. Lorsque Rosalie le décrivit, Léon ressentit un frisson. Laura avait dessiné deux figures, une grande et une petite, la figure grande ayant un sourire sur le visage, mais des larmes coulant de ses yeux. C'était comme si la fillette avait capté la fausse apparence qu'il venait de témoigner. Laura ressent quand les gens ne sont pas sincères, expliqua Rosalie. Elle devient agitée près de gens qui ne sont pas authentiques. Ce soir-là, Léon prit une décision difficile, mais nécessaire. Il appela Adrien et ordonna d'annuler immédiatement toute autorisation financière de Caroline, invoquant une réorganisation administrative. Il demanda également à Dr Fernande de commencer une enquête complète sur toutes les transactions réalisées par sa filleule au cours des 2 dernières années. Je veux savoir exactement depuis combien de temps cela se produit et quel est le montant total impliqué, dit-il, sa voix ferme malgré la douleur de la trahison. Alors qu'il se préparait à dormir, il réfléchit aux ironies de la vie. Il avait perdu la vue physique il y a 7 ans, mais il apprenait seulement maintenant à voir véritablement les gens autour de lui. Une enfant spéciale et sa mère travailleuse lui enseignaient l'authenticité et la loyauté, tandis que la personne en qui il avait le plus confiance se révélait être une traîtresse calculatrice. Laura avait laissé un dernier dessin sur son bureau avant de partir. C'était lui, jouant du piano, entouré de notes de musique, formant un bouclier protecteur autour de lui. Au bas de la feuille, elle avait collé de petits cœurs découpés dans du papier coloré. Même au milieu de la découverte dévastatrice concernant Caroline, Léon s'endormit cette nuit-là avec un nouveau sentiment grandissant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas complètement seul pour affronter les tempêtes de la vie. Le premier vendredi de juin apporta une découverte qui ébranlerait encore plus les certitudes de Léon. Il était midi lorsque, en passant par le couloir qui reliait la cuisine à la zone de service, il entendit une conversation téléphonique qui changerait à jamais sa perception de Rosalie. « Non, Marcia, tu ne peux pas abandonner maintenant. Ton fils a besoin de cette thérapie, » disait Rosalie d'un ton ferme mais affectueux. « Regarde, la logopède de la clinique m'a expliqué que les enfants avec autisme répondent très bien lorsque la famille reste constante dans le traitement. » Léon s'arrêta dans le couloir, intrigué. La conversation continuait. « Je sais que c'est difficile financièrement, mais il existe des programmes d'assistance. Quand Laura a commencé son traitement, je pensais aussi que je n'allais pas pouvoir payer. Je travaille comme femme de ménage justement pour financer ces thérapies. Non, ce n'est pas une humiliation. Ce qui compte, c'est le bien-être de nos enfants. » Il y eut une pause, puis Rosalie continua avec une patience maternelle touchante. « Marcia, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai une formation en pédagogie et une spécialisation en éducation inclusive. J'ai travaillé 10 ans comme enseignante avant la naissance de Laura. Quand j'ai découvert son syndrome, j'ai pris la décision de quitter ma carrière pour me consacrer entièrement à son développement. Je ne le regrette pas une seconde. » Léon s'éloigna silencieusement, le cœur serré par un mélange d'admiration et de gêne. Pendant 5 semaines, il avait traité Rosalie simplement comme la femme de ménage, sans jamais imaginer qu'il y avait derrière cette femme humble une professionnelle qualifiée qui avait abandonné sa carrière par amour maternel. Cet après-midi-là, lorsque Laura était occupée dans la bibliothèque et que Rosalie terminait le nettoyage du salon, il décida de briser le protocole de distance qu'il maintenait depuis des années. « Rosalie, pouvons-nous parler un moment ?»« Bien sûr, monsieur Léon. Quelque chose s'est passé ?»« Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, en indiquant le fauteuil près du canapé où il était assis. La formalité de lui demander de s'asseoir était inédite dans la maison. Rosalie hésita, clairement mal à l'aise avec la rupture de la hiérarchie habituelle. « Monsieur, je préfère rester debout. S'il vous plaît,
Asseyez-vous. J'ai besoin de vous poser quelques questions, mais pas en tant que patron, comme quelqu'un qui aimerait mieux vous connaître. » Encore hésitante, Rosalie s'installa au bord du fauteuil. « Voulez-vous savoir quelque chose sur mon travail ?»« Je veux savoir sur vous, » dit Léon avec une sincérité qui l'étonna. « Rosalie, vous êtes pédagogue. » Le silence qui suivit fut éloquent. Léon percevait la tension dans sa respiration, comme si elle craignait que la découverte de sa formation puisse lui nuire d'une manière ou d'une autre. « Oui, monsieur, j'ai une formation en pédagogie à l'université de Minas Gerais et une spécialisation en éducation inclusive. J'ai travaillé à l'école municipale Santos Dumont dans le quartier Floresta pendant 10 ans. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Et pourquoi avez-vous quitté l'éducation pour travailler comme femme de ménage ?» Rosalie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Léon, quand Laura est née, tout a changé dans ma vie. Dans les premières années, nous pensions qu'elle était juste une enfant timide. Mais à 3 ans, quand nous avons remarqué qu'elle ne parlait pas comme les autres enfants de son âge, les diagnostics ont commencé. Elle fit une pause, revivant clairement des souvenirs douloureux. Laura a un syndrome génétique rare qui affecte principalement la parole et certains aspects du développement social. Ce n'est pas de l'autisme, mais cela présente des caractéristiques similaires. Quand j'ai découvert cela, j'ai compris qu'elle aurait besoin d'un suivi intensif, logopédie, thérapie occupationnelle, musicothérapie. Et son père? Mon mari, Antoine, était électricien. Il est mort dans un accident de travail quand Laura avait 4 ans. L'assurance de l'entreprise a à peine couvert les frais des funérailles. Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. Seule avec Laura, j'ai dû faire un choix. Continuer comme enseignante avec un salaire, qui ne couvrait même pas ses thérapies, ou travailler comme femme de ménage, ce qui me donne plus de flexibilité horaire et un revenu plus élevé. Léon ressentit une vague d'admiration et de gêne. « Rosalie, pardonnez-moi de ne jamais avoir demandé sur votre vie auparavant. Ces dernières années, je suis devenu très centré sur moi-même. » « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, monsieur Léon. Vous m'avez toujours traité avec respect. Et puis-je vous dire une chose ? Ces 2 mois de travail ici ont été spéciaux pour nous deux. » « Comment ça ? » « Laura ne s'est jamais connectée avec quelqu'un, comme elle s'est connectée avec vous. À la maison, elle parle de vous tous les jours, à sa manière, bien sûr, par gestes et dessins. Elle vous dessine en train de jouer du piano, elle dessine la bibliothèque, elle dessine cette maison comme si c'était un endroit magique. La révélation toucha profondément Léon. « Et pour vous, Rosalie, comment cela a-t-il été ? Pour moi ?» Elle hésita, comme si elle craignait d'être inappropriée. « Pour moi, cela a été réconfortant de voir Laura heureuse. Et aussi, c'est réconfortant de travailler dans un endroit où je peux utiliser mon expérience pédagogique, même si c'est indirectement. Je vois comment vous interagissez avec Laura, comment vous respectez son rythme, comment vous comprenez qu'elle a une façon spéciale de communiquer. » À ce moment-là, Laura apparut dans la salle, portant un livre en braille et se dirigeant directement vers le piano. Elle commença à jouer une mélodie douce qu'elle avait créée la semaine précédente, une composition qu'elle avait nommée, à travers des gestes pour sa mère, « La musique de la maison heureuse ». « Rosalie, puis-je poser une question sur le développement de Laura ?»« Bien sûr. Quel est son pronostic? Va-t-elle réussir à communiquer verbalement un jour ?» Rosalie sourit avec fierté maternelle. Laura comprend tout parfaitement. Sa cognition est normale, même au-dessus de la moyenne dans certains domaines. La musicothérapie a beaucoup aidé. Les thérapeutes disent que la musique active des zones du cerveau qui peuvent faciliter la parole. Elle peut déjà dire quelques mots quand elle est très détendue et confiante. Quel type de mots? Maman, oui, non, merci. Et depuis qu'elle a commencé à venir ici... Rosalie sourit. Elle a appris à dire « Léo ». C'est comme ça qu'elle vous appelle quand nous sommes à la maison. L'émotion que Léon ressentit fut écrasante.
Un enfant avec des difficultés de communication avait inclus son nom dans le vocabulaire limité qu'elle pouvait exprimer verbalement. Rosalie, je veux vous faire une proposition. Pas une proposition de travail, mais une proposition de partenariat. Comment ça, monsieur? Je pense à créer un projet social lié à Vidal Biotech, une fondation dédiée aux enfants ayant des besoins spéciaux. J'aimerais que vous coordonniez ce projet en utilisant votre formation en éducation inclusive. Rosalie resta silencieuse pendant de longues secondes, clairement en train de traiter l'ampleur de la proposition. Monsieur Léon, c'est plus que je n'ai jamais rêvé, mais je dois demander pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que vous et Louise m'avez appris quelque chose que j'avais oublié. Que la véritable valeur des gens ne réside pas dans les titres ou les postes, mais dans le caractère et la dévotion. Vous êtes l'une des personnes les plus dignes que j'ai jamais connues, Rosalie. Et Louise... Il marqua une pause, ému. Louise m'a ramené à la vie. À ce moment-là, Louise cessa de jouer et s'approcha d'eux, comme si elle ressentait l'émotion dans l'air. Elle prit la main de Léon et celle de sa mère, les joignant comme s'il s'agissait d'une petite cérémonie d'union. Elle fait ça quand elle veut unir des personnes qu'elle aime, expliqua Rosalie, les larmes aux yeux. Alors c'est décidé, dit Léon serrant les deux mains. Travaillons ensemble pour aider d'autres enfants spéciaux comme Louise. Pour la première fois en 7 ans, Léon Vidal sentait que sa vie avait à nouveau un but plus grand que ses propres peurs et limitations. Une femme courageuse et sa fille extraordinaire avaient non seulement pénétré les murs qu'il avait construits autour de lui, mais lui avaient également montré un chemin de retour vers le monde, à travers le service aux autres et le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Le 2e mardi de juin serait marqué par l'affrontement que Léon avait reporté depuis 2 semaines. Dr Adrien avait finalisé le rapport complet de l'enquête sur Caroline, et les résultats étaient encore plus dévastateurs que ce qu'il avait initialement imaginé. Le montant total détourné s'élevait à 4 200 000 € répartis sur 14 mois de transactions frauduleuses. À 13h30, Léon était au bureau quand il entendit le bruit familier de la voiture de Caroline se garer dans le garage. Son cœur s'accéléra, mais une sensation de détermination l'envahit. Il était temps de mettre fin à des années de confiance mal placée. « Bonjour, tonton !» salua Caroline avec la joie forcée qu'il reconnaissait maintenant comme fausse. « J'ai apporté les rapports du 2e trimestre. Les chiffres sont fantastiques. Caroline, assieds-toi. Nous devons parler de quelque chose de sérieux. » Le ton de Léon devait avoir alerté sa nièce, car il remarqua un changement subtil dans sa respiration. « Bien sûr, tonton, quelque chose s'est passé. »« Oui, quelque chose s'est passé. J'ai découvert les transferts vers les îles Caïmans. » Le bia. Silence qui suivit était si dense que Léon pouvait entendre les battements de son propre cœur. Caroline ne nia pas immédiatement, ce qui confirma ses pires soupçons. « Tonton, je peux expliquer ?»« Explique alors. Explique comment tu as utilisé ma recherche pour voler plus de 4 millions de l'entreprise que mon père a construite et à laquelle j'ai dédié ma vie. »« Ce n'était pas du vol, » s'écria Caroline, abandonnant tout masque de cordialité. « Tu es aveugle, Léon. Littéralement aveugle. Tu n'as aucune idée de la façon dont le marché évolue, de la manière dont nos concurrents grandissent pendant que tu te caches dans cette maison. » La férocité de l'attaque verbale prit Léon par surprise. C'était la première fois en des années que quelqu'un utilisait sa cécité comme une arme contre lui. « Continue, » dit-il, gardant la voix contrôlée. « Tu veux la vérité. Très bien, je protégeais notre patrimoine. Je créais des réserves sur des comptes offshore pour quand ta gestion dépassée finirait par faire faillite. Tu penses qu'on peut gérer une biotechnologie du 21e siècle enfermée chez soi en se fiant au rapport des autres? 4 millions, Caroline, 4 millions que tu as volés. J'ai sauvegardé. Et tu sais quoi? Je ne regrette rien. Quand Pierre est mort, tu as promis de prendre soin de moi, d'être comme un père. Mais que faisais-tu?
Tu m'as utilisé comme employé, m'as donné des responsabilités sans me donner de véritable autonomie. Tu ne m'as jamais vue comme une héritière légitime. » Léon sentait la colère monter, mais une partie de son esprit restait analytique, traitant chaque mot de Caroline. Il y avait des vérités mêlées à des justifications, des ressentiments légitimes, déformés pour justifier des crimes. « Caroline, tu avais toute l'autonomie opérationnelle de l'entreprise. Ce que tu n'avais pas, c'était l'autorisation de voler. »« Voler !» cria-t-elle, perdant complètement le contrôle. « J'ai fait grandir cette entreprise. Au cours des 2 dernières années, j'ai augmenté les bénéfices de 40%. Pendant que tu restes ici à jouer aux pauvres aveugles, moi, j'étais en train de construire notre avenir. » C'est à ce moment-là que Louise apparut à la porte du bureau. La petite fille était visiblement agitée, clairement perturbée par l'énergie agressive qui dominait l'environnement. Elle s'approcha de Léon et prit sa main, offrant le réconfort silencieux qu'elle avait appris à donner. « Quel enfant est-ce » demanda Caroline avec mépris. « Tu reçois maintenant des visites pendant des réunions d'affaires ? C'est Louise, la fille de Rosalie, et elle a plus de dignité à 7 ans que tu n'en as montré à 35. » Caroline rit avec amertume. Bien sûr, le grand Léon Vidal a remplacé la famille par une femme de ménage et sa fille handicapée. Quelle touchante histoire! La cruauté du commentaire sur Louise fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Léon se leva, sa voix chargée d'une autorité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Sors de ma maison, maintenant! Tonton, écoute-moi, sors de ma maison !» rugit-il, faisant reculer Louise contre lui. « Tu es renvoyé de toutes les fonctions de l'entreprise, tes accès ont été annulés, et d'ici la fin de la semaine, je veux que les 4 millions soient remboursés, ou tu feras face à des poursuites pénales pour appropriation indue. »« Tu ne peux pas me renvoyer. J'ai des droits en tant qu'héritière. »« Tu n'as rien hérité pour l'instant, Caroline. Et après ce que j'ai découvert, je peux te garantir que tu n'hériteras jamais de rien. » Ce qui se passa ensuite révéla le véritable caractère de Caroline. Au lieu d'essayer de s'excuser ou de montrer des remords, elle passa à l'attaque la plus basse possible. « Tu sais quoi, Léon ? Mon père a toujours dit que tu étais faible, que tu t'étais caché derrière l'entreprise de grand-père toute ta vie parce que tu n'avais pas le courage de construire quoi que ce soit par toi-même. Et regarde, il a suffi que tu deviennes aveugle pour devenir un ermite pathétique. »« Rosalie !» cria Léon. « Appelle le concierge pour raccompagner Madame Caroline jusqu'à la sortie. Tu vas le regretter. Tonton, sans moi cette entreprise va sombrer dans 2 ans, et quand cela arrivera, ne viens pas me chercher. » Caroline sortit en claquant la porte du bureau avec violence. Léon resta debout, tremblant de colère et d'adrénaline. Louise continuait à tenir sa main comme une petite ancre au milieu de la tempête émotionnelle. « Monsieur Léon, ça va ?» demanda Rosalie, apparaissant à la porte avec une inquiétude évidente dans la voix. « Oui, Rosalie. Caroline ne travaillera plus ici. Et j'aimerais que toi et Louise restiez pour le dîner ce soir. J'ai besoin de compagnie après cette conversation. » Pendant le dîner, le premier en 7 ans que Léon ne prenait pas seul, Louise se montra particulièrement affectueuse. Elle avait dessiné un nouveau portrait de lui, mais cette fois entouré de figures protectrices que Rosalie identifia comme des anges gardiens colorés. « Louise s'est inquiétée pour vous après cette discussion, » expliqua Rosalie. « Elle ne comprend pas les mots, mais elle sent quand quelqu'un est cruel. Et comment elle gère cela ? Elle a dessiné la jeune femme qui criait entourée de nuages sombres, et elle a dessiné vous entouré de lumière dorée. Louise voit la bonté et la méchanceté d'une manière très claire. Cette nuit-là, après le départ de Rosalie et Louise, Léon appela docteur Adrien et raconta toute la confrontation. Il décida qu'il engagerait effectivement une poursuite pénale contre Caroline, mais il voulait surtout se concentrer sur la restructuration complète de la gestion de l'entreprise. « Adrien, je veux engager une nouvelle direction exécutive, et je veux mettre en œuvre le projet de la Fondation pour les enfants spéciaux dès que possible. J'ai une nouvelle coordinatrice en tête. Léon, puis-je dire une chose ? Dans les 2 décennies que je travaille avec toi, je ne t'ai jamais vu,
Aussi déterminée, cette situation avec Caroline, aussi douloureuse soit-elle, semble t'avoir réveillé. C'était vrai. La trahison de Caroline, paradoxalement, avait libéré Léon d'années de paralysie émotionnelle. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentait maître de sa vie, prenant des décisions importantes, non pas par peur, mais par un but renouvelé. Avant de dormir, il trouva sur son bureau le dernier dessin que Louise avait fait. C'était lui debout, les bras ouverts, et autour de lui volaient des papillons colorés sortant d'un cocon sombre. Une enfant de 7 ans avait parfaitement capturé le moment de transformation qu'il traversait. La trahison de Caroline avait profondément fait mal, mais elle avait aussi clarifié quelque chose de fondamental. Les personnes qui importaient vraiment dans sa vie n'étaient pas celles liées à lui par le sang ou un intérêt financier, mais celles qui choisissaient d'être à ses côtés par une véritable affection et une loyauté sincère. La fin de juin apporta avec elle l'arôme caractéristique des fêtes de la Saint-Jean qui envahissaient Lyon. C'était un jeudi, 24 juin, veille de la Saint-Jean, lorsque Rosalie arriva au manoir portant un sac isotherme qui exhalait des parfums irrésistibles de cannelle, de clous de girofle et de maïs frais. « Monsieur Léon, j'ai apporté quelques spécialités de la saison », annonça-t-elle avec un enthousiasme contenu, testant clairement les limites de la formalité qui marquait encore leur relation. « Je pensais que vous aimeriez peut-être goûter. » Léon, qui était dans la bibliothèque en train d'organiser mentalement les contrats de la nouvelle direction de l'entreprise, ressentit une vague de nostalgie l'envahir lorsque l'arôme parvint à ses narines. Cela faisait des années qu'il n'avait pas senti l'odeur authentique des plats de fête faits maison. « Qu'avez-vous apporté » demanda-t-il, sincèrement curieux. « J'ai fait un gâteau de maïs avec de la noix, de coco, du nougat, de la pamonia douce et un vin chaud sans alcool pour que Louise puisse aussi en boire, » expliqua Rosalie, sa voix chargée de la fierté de celle qui savait cuisiner avec maîtrise. Louise apparut en courant du salon, où elle avait été en train de dessiner, et se dirigea directement vers Léon. Elle prit sa main et l'entraîna vers la cuisine, clairement excitée de partager les nouveautés que sa mère avait apportées. Dans la cuisine, Rosalie avait tout disposé sur le plan de travail en granit. Des assiettes avec les délices encore tièdes, des mugs pour le vin chaud fumant et des serviettes en papier décorées de motifs de fête que Louise avait choisis spécialement. « Monsieur Léon, si vous le permettez, j'aimerais que vous goûtiez d'abord le gâteau de maïs. C'est une recette de ma grand-mère, de là-bas de Diamantina, » dit Rosalie, coupant une généreuse part de la délicieuse et parfumée gourmandise. Lorsque Léon prit sa première bouchée, c'était comme si une machine à remonter le temps le transportait instantanément à la ferme de ses grands-parents paternels, où il passait ses vacances scolaires. Le goût authentique du maïs doux, mélangé à la noix de coco, fraîche et assaisonnée juste comme il faut avec de la cannelle, éveilla des souvenirs qu'il pensait perdus à jamais. « Mon Dieu, Rosalie, ça fait combien d'années que je n'ai pas mangé un vrai gâteau de maïs ?» dit-il, visiblement ému. « Cela me rappelle la ferme de mon grand-père Jacques à Diamantina. »« Vous connaissez Diamantina ?» demanda Rosalie, enthousiaste. « C'est de là que ma famille vient. Mes grands-parents avaient une petite propriété dans la région rurale de la ville. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance là-bas. Mon grand-père avait une ferme d'élevage et cultivait du maïs. J'adorais aider à la récolte, surtout pendant la période des fêtes de la Saint-Jean. » Louise, réalisant que la conversation était agréable, prit la main de Léon et la guida jusqu'à la tasse de vin chaud. Le liquide tiède, parfumé au gingembre et aux clous de girofle, apporta encore plus de souvenirs affectifs. C'était comme si, à travers les saveurs authentiquement lyonnaises, une partie de son identité qui était restée endormie se réveillait. « Puis-je vous dire quelque chose, monsieur Léon ?» dit Rosalie, servant un peu de vin chaud à Louise dans une tasse plus petite. « Quand j'ai commencé à travailler ici, je pensais que vous étiez une personne très sérieuse et distante. Mais en observant comment vous traitez Louise, comment vous respectez sa façon d'être,
J'ai vu que vous êtes en réalité une personne au grand cœur qui était simplement protégée par beaucoup de tristesse. » L'observation toucha profondément Léon. « Tu as raison, Rosalie. Je me suis caché si longtemps que j'ai presque oublié qui j'étais avant l'accident. » Louise, qui avait terminé son vin chaud, s'approcha du piano à queue et commença à jouer une mélodie qui rappelait vaguement des musiques typiques de fête, mais avec un arrangement totalement personnel. C'était comme si elle était en train de créer une bande sonore pour ce moment spécial. « Elle joue de la musique de fête », traduisit Rosalie avec tendresse. C'est ainsi que Louise appelle les mélodies qu'elle crée quand elle est heureuse. À ce moment-là, Léon prit une décision qui le surprit lui-même. « Rosalie, que dirais-tu d'organiser une petite fête de la Saint-Jean ici chez moi samedi? Cela fait si longtemps que cette maison n'a pas accueilli de célébration. » Les yeux de Rosalie s'illuminèrent. « Ce serait merveilleux. Je peux apporter plus de plats typiques. Nous pouvons décorer le jardin. Et nous pouvons inviter quelques personnes, Docteur Adrien et sa famille, quelques employés de l'entreprise qui sont plus proches. Qu'en penses-tu? » « Je pense que ce serait parfait. Louise adorerait. Elle n'a jamais participé à une vraie fête de la Saint-Jean. Nous avons toujours été juste toutes les deux à célébrer à la maison. Pendant les 2 jours suivants, la maison se transforma complètement. Rosalie arrivait plus tôt et restait plus tard, organisant des décorations avec des banderoles colorées dans le jardin, préparant des mets en quantité généreuse et enseignant à Louise à faire des banderoles en papier pour décorer le salon. Lonti s'impliqua dans l'organisation avec un enthousiasme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il fit installer une petite scène dans le jardin pour des performances musicales, engagea un accordéoniste traditionnel pour jouer des musiques typiques, et même décida d'ouvrir les portes du 3e étage de la maison, une zone qui était restée fermée depuis l'accident. Le matin du samedi 26 juin, la maison était méconnaissable. Le jardin avant avait reçu une décoration rustique mais élégante, avec des tables en bois disposées sous les arbres centenaires, des banderoles colorées suspendues entre les branches des jacarandas, et un feu de bois improvisé où Rosalie grillait du maïs et préparait du vin chaud pour les invités. « Monsieur Léon, vous voyez cela à travers les odeurs et les sons, n'est-ce pas ?» demanda Rosalie quand il sortit dans le jardin le matin. « L'odeur du maïs grillé, le bruit des gens qui arrangent tout, c'est comme si la maison respirait à nouveau. » Elle avait raison. Pour la première fois en 7 ans, la maison était vivante. Il y avait des voix animées, des rires, le son des chaises qui étaient arrangées, de la musique d'ambiance jouant doucement. C'était comme si l'espace physique lui-même se réveillait d'une longue hibernation. Louise était radieuse. Elle portait une robe en coton que Rosalie avait faite spécialement pour l'occasion, et elle avait avec elle un petit accordéon en jouet qu'elle jouait avec une étonnante habileté. Elle avait passé toute la matinée à courir dans le jardin, supervisant chaque détail de la décoration avec le sérieux d'une petite organisatrice d'événements. À 15 heures, les premiers invités commencèrent à arriver. Docteur Adrien vint accompagné de sa femme, Madame Lourdes, et de leurs 2 adolescents. Quelques employés de la direction de Vidal Biotech étaient également présents, amenant leur famille. À la surprise de Léon, même quelques voisins avec qui il avait perdu contact apparurent, attirés par l'atmosphère festive qui avait envahi la propriété. « Léon, ça fait combien d'années que je ne t'ai pas vu comme ça ?» commenta Docteur Adrien, clairement ému par la transformation de son ami. « On dirait que tu es redevenu la personne que j'ai connue il y a 20 ans. » La fête fut un succès absolu. L'accordéoniste joua des classiques comme L'Asa Blanche et En attendant à la fenêtre, tandis que les enfants présents jouaient à la pêche à la ligne et couraient dans le jardin. Louise devint rapidement l'hôtesse miniature de la fête, guidant les autres garçons et filles jusqu'au piano pour de petits récitals improvisés. Mais le moment le plus émouvant de l'après-midi se produisit lorsque Louise
encouragé par sa mère, s'approcha du micro sur la petite scène et pour la première fois en présence d'autres personnes, en plus de Léon et Rosalie, prononça quelques mots clairement audibles. « Merci, Monsieur Léon, maison heureuse. » Le jardin entier resta silencieux pendant quelques secondes, puis explosa en applaudissements chaleureux. Léon sentit des larmes couler sur son visage, des larmes de joie et de fierté pour cette fille extraordinaire qui avait transformé sa vie. Lorsque la fête se termina, déjà à la fin de l'après-midi, Léon s'assit sur le banc du jardin où il avait l'habitude de rester quand il voyait encore. Rosalie s'approcha et s'assit à ses côtés, tandis que Louise jouait avec les derniers ballons colorés. « Merci, Rosalie, merci de m'avoir redonné la joie de vivre. Ce n'est pas moi, Monsieur Léon, c'est vous qui avez choisi d'ouvrir votre cœur. Louise et moi étions juste là quand vous avez décidé que vous étiez prêt à être heureux à nouveau. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Léon réfléchit à la façon dont sa vie avait changé drastiquement en 2 mois. La maison qui était autrefois une tombe silencieuse s'était transformée en un véritable foyer, plein de vie, de rires et d'amour sincère. Les fêtes de la Saint-Jean de 2024 resteraient à jamais gravées comme le moment où Léon Vidal redécouvrit que la véritable richesse de la vie ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans les personnes avec qui nous choisissons de partager notre parcours. Le mois de juillet arriva chargé de vent froid et d'une nouvelle qui ébranlerait les fondations de l'apparente tranquillité que Léon avait trouvée. C'était un lundi pluvieux le 5 juillet lorsque Dr Adrien arriva à la maison avec une expression grave que Léon réussit à détecter seulement par le ton de sa voix. « Léon, nous devons parler de quelque chose d'urgent. Caroline a engagé une action en justice contestation votre capacité à gérer l'entreprise, » annonça Adrien sans détour, sa voix chargée d'inquiétude. Le choc fut immédiat. « Comment ça? Contestation ma capacité. Elle a allégué dans le procès que votre cécité compromet votre capacité à prendre des décisions d'affaires appropriées. Elle demande la nomination d'un administrateur judiciaire pour Vidal Biotech, affirmant que l'entreprise est gérée par une personne avec une déficience visuelle sévère et un isolement social pathologique. » Léon sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Elle utilise ma cécité contre moi? Pire que ça. Caroline a joint des rapports médicaux anciens sur votre état psychologique après l'accident et a engagé un expert qui atteste que les personnes avec une déficience visuelle ne devraient pas gérer des entreprises de grande taille sans supervision constante. » La cruauté de la stratégie de Caroline était dévastatrice. Elle avait transformé sa condition physique en une arme légale pour essayer de prendre le contrôle de l'entreprise qu'il avait construite. Adrien, est-ce que c'est possible, juridiquement? Malheureusement, cette possibilité existe. Le juge peut nommer un expert pour évaluer votre capacité cognitive et votre compétence à gérer des affaires. Le processus est en cours dans le 4e tribunal civil et le juge est connu pour être conservateur sur les questions liées au handicap. À ce moment-là, Léon entendit des pas familiers dans le couloir. Rosalie et Louise étaient arrivées, mais il se rendit compte qu'il serait impossible de cacher son angoisse à la jeune fille qui avait une perception aiguë pour capter ses états émotionnels. « Docteur Adrien, pouvons-nous continuer cette conversation dans le bureau? Je ne veux pas que Louise assiste à cela. » Dans le bureau, Adrien détailla la gravité de la situation. Caroline est conseillée par un cabinet spécialisé dans les litiges commerciaux. Ils ont trouvé une faille légale qui permet de remettre en question la capacité de gestion basée sur l'incapacité survenante. C'est une loi pensée pour des cas de démence sénile ou de problèmes mentaux graves, mais ils essaient de l'appliquer à votre cas. Quelle chance avons-nous de renverser cela? Nous devons prouver non seulement que vous êtes mentalement apte, mais que l'entreprise a prospéré sous votre direction durant les années suivant l'accident. Heureusement, nous avons d'excellents chiffres pour le prouver. Au cours des jours suivants, la pression était intense. Des journaux spécialisés commencèrent à couvrir le procès.
insinuant que la Vidal Biotech pourrait être mal gérée par un entrepreneur reclus avec un handicap visuel. Les actions de l'entreprise commencèrent à fluctuer en bourse et certains clients exprimèrent leur inquiétude. Louise, avec sa sensibilité extraordinaire, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle commença à dessiner compulsivement des figures sombres, des tempêtes et des images de Léon entourées de un nuage sombre. Pendant les après-midi de musique, elle jouait des mélodies mélancoliques qui reflétèrent la tension qui régnait dans la maison. « Monsieur Léon, puis-je vous dire quelque chose ?» demanda Rosalie un jeudi après-midi, tandis que Louise dessinait dans la bibliothèque. « Bien sûr, Rosalie. Je sais que ce n'est pas à moi de m'immiscer dans vos affaires légales, mais ce procès concerne votre cécité? Il s'agit de Caroline qui prétend que ma cécité m'empêche de gérer l'entreprise correctement. » Rosalie resta silencieuse pendant quelques secondes, clairement en train de traiter l'information. Quand elle parla à nouveau, sa voix portait une indignation contenue. « Monsieur Léon, puis-je vous raconter ce que j'ai vu pendant ces mois à travailler ici ? Vous pouvez parler. J'ai vu un homme qui gère une entreprise millionnaire de mémoire, qui prend des décisions complexes, basées sur des rapports qu'il parvient à traiter avec une précision impressionnante. J'ai vu quelqu'un qui comprend des aspects de l'éducation inclusive que beaucoup de professeurs avec une vision parfaite ne comprennent pas. J'ai vu un homme qui s'est connecté avec ma fille d'une manière qu'aucun thérapeute n'a réussi. Elle fit une pause, et Léon perçut l'émotion grandissante dans sa voix. « Voulez-vous savoir ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu un homme qui se cachait du monde, non pas à cause de la cécité, mais à cause de la douleur. Et ces derniers mois, j'ai vu cet homme choisir de revenir à la vie. Ce n'est pas de l'incapacité, monsieur Léon, c'est de la force. » Les mots de Rosalie touchèrent profondément Léon, mais ils le firent également réfléchir à une possibilité qu'il n'avait pas envisagée. Peut-être que Caroline avait raison sur un point. Peut-être qu'il s'était vraiment trop isolé, créant une perception publique de fragilité qui était maintenant utilisée contre lui. « Rosalie, pensez-vous, que je devrais me montrer plus publiquement, montrer que je ne suis pas le reclus qu'elle dépeint ? Je pense que vous devriez faire ce que vous sentez être juste. Mais puis-je faire une suggestion ? Vous pouvez. Que diriez-vous d'inaugurer ce projet de la Fondation pour les enfants spéciaux ? Montrer au monde que vous pouvez non seulement gérer une entreprise, mais que vous l'utilisez aussi pour faire le bien. » L'idée était brillante. Léon avait planifié la fondation depuis des semaines, mais maintenant, il y voyait une opportunité de démontrer publiquement sa capacité de leadership et sa vision sociale. Ce vendredi, il prit une décision qui surprit même Dr Adrien. « Je veux organiser une conférence de presse pour annoncer la création de la Fondation Vidal pour les enfants spéciaux. Et je veux que Rosalie soit présentée comme coordinatrice pédagogique du projet. Léon, êtes-vous sûr ? La presse va remettre en question votre décision d'embaucher une ancienne femme de ménage pour un poste de coordination. Qu'il questionne. Rosalie a une formation en pédagogie et une spécialisation en éducation inclusive. S'ils remettent en question son embauche, ils remettront en question la compétence basée sur des préjugés de classe, exactement comme Caroline le fait avec « moi sur la base de préjugés contre le handicap ». Pendant le week-end, Léon et son équipe préparèrent méticuleusement la conférence de presse. Elle se tiendrait le lundi suivant, dans l'auditorium du siège de Vidal Biotech. Ce serait la première fois que Léon mettrait les pieds dans le bâtiment depuis l'accident. « Monsieur Léon, puis-je amener Louise à la conférence ?» demanda Rosalie dimanche après-midi. « Elle est l'inspiration derrière tout cela. » « Bien sûr. En fait, je pense que Louise devrait participer à la présentation. Que diriez-vous qu'elle joue du piano pendant l'événement ?» Louise, lorsqu'elle apprit la proposition par des gestes de sa mère, rayonnait. Elle passa tout le dimanche à répéter une composition spéciale, une musique qu'elle avait appelée « Espoir » et qu'elle avait créée spécialement pour Monsieur Léon. La nuit précédant la conférence, Léon était nerveux comme il ne l'avait pas été depuis des années.
Ce serait son premier événement public depuis l'accident, et il savait que les journalistes poseraient des questions difficiles sur sa capacité de leadership. Louise entra dans son bureau, portant un nouveau dessin. Lorsque Rosalie le décrivit, Léon ressentit une vague d'émotion. C'était lui debout sur une scène, entouré d'enfants souriants et avec des notes de musique dorée volant autour de lui. Dans le coin supérieur du papier, Louise avait écrit avec des lettres incertaines mais lisibles « Léon Faure ». « Comment a-t-elle appris à écrire mon nom ?» demanda-t-il touché. « Elle s'entraîne depuis des semaines. Elle veut montrer à tout le monde que Monsieur Léon est spécial. » Cette nuit-là, pour la première fois en 7 ans, Léon Vidal s'endormit anxieux, non pas par peur, mais par attente. Le lendemain, il affronterait à nouveau le monde, non pas comme un homme diminué par la cécité, mais comme un leader avec un but renouvelé, accompagné par une femme courageuse et une fille extraordinaire qui, il lui avait appris que la véritable vision vient du cœur. Le matin du lundi 12 juillet, le jour se leva clair et frais, typique de l'hiver lyonnais. Léon se réveilla à 5h30, 2 heures plus tôt que d'habitude, avec un mélange de nervosité et de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident. Ce serait son premier événement public en 7 ans, et il savait que chaque mot, chaque geste serait analysé par les journalistes à la recherche de signes de fragilité. À 7 heures, Rosalie et Louise arrivèrent plus tôt que d'habitude. La petite fille était vêtue d'une robe bleu marine spécialement choisie pour l'occasion et portait son dossier de dessin ainsi que des partitions qu'elle avait préparées pour la présentation musicale. « Monsieur Léon, comment vous sentez-vous » demanda Rosalie, percevant clairement son anxiété. « Nerveux, mais déterminé. Cela fait longtemps que je n'ai pas affronté les caméras et les micros. » Louise s'approcha de lui et lui mit entre les mains un petit objet. C'était un porte-clés en forme de note de musique qu'elle avait fabriqué à l'école d'artisanat, avec une étiquette où était écrit « Courage » en lettres colorées. « Elle veut que vous gardiez cela pour me porter chance », traduisit Rosalie avec un sourire dans la voix. À 8h30, la voiture officielle de Vidal Biotech arriva pour les chercher. C'était la première fois que Léon retournerait au siège de l'entreprise depuis l'accident. Pendant le trajet de 20 minutes à travers le trafic matinal de Lyon, il se remémorait mentalement chaque détail du bâtiment qu'il avait personnellement conçu 15 ans plus tôt. « Nous sommes arrivés, monsieur Léon », annonça le chauffeur en se garant devant le bâtiment en verre miroir de 12 étages qui abritait Vidal Biotech. En sortant de la voiture, Léon fut accueilli par Dr Adrien et la nouvelle directrice de la communication, Marcia Dupont, une journaliste expérimentée qui avait été engagée spécifiquement pour gérer la crise d'image créée par le procès de Caroline. « Léon, l'auditorium est plein. Nous avons des journalistes de TF1, France 2, BFM TV, ainsi que les principaux journaux imprimés de la région et de Paris, » informa Marcia. « Nous avons calculé environ 40 professionnels de la presse. » En montant dans l'ascenseur jusqu'à l'auditorium au 8e étage, Léon ressentit une vague de souvenirs. L'odeur familière du bâtiment, le bruit des ascenseurs, les voix des employés le saluant avec un mélange de respect et de curiosité. Beaucoup ne l'avaient pas vu en personne depuis des années. « Papa, puis-je tenir votre main ?» murmura Louise, utilisant l'une des rares mots qu'elle parvenait à prononcer clairement. La question toucha profondément Léon. Louise n'avait jamais utilisé le mot « papa » avec lui auparavant. « Bien sûr, petite », répondit-il, tenant fermement sa petite main. Dans l'auditorium, l'agitation était intense. Les caméras étaient positionnées, les micros testés, et Léon pouvait entendre le murmure des journalistes conversant entre eux. Certains commentaires parvenaient jusqu'à lui. C'est sa première apparition publique depuis l'accident. On dit qu'il est devenu un ermite. Voyons s'il est vraiment apte à diriger une entreprise de cette taille. À 10h, la conférence commença. Léon monta sur scène en marchant de manière sûre et déterminée, avec Louise à sa droite et Rosalie à sa gauche. Le symbolisme de l'image ne passa pas inaperçu.
Un entrepreneur confiant, accompagné d'une enfant spéciale et d'une éducatrice dévouée. Bonjour, je m'appelle Léon Vidal, je suis PDG et fondateur de Vidal Biotech. Après 7 ans à me concentrer exclusivement sur la gestion technique de l'entreprise, je suis ici aujourd'hui pour annoncer une nouvelle phase de notre société, la création de la Fondation Vidal, et pour les enfants avec besoins spéciaux. Sa voix était ferme, claire, sans hésitation. Les journalistes firent un silence absolu. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'opportunité de côtoyer des personnes extraordinaires qui m'ont montré que le handicap ne signifie pas limitation, mais plutôt une façon différente et souvent supérieure de voir le monde. J'aimerais présenter Louise Dupont, 7 ans, qui sera notre première ambassadrice de la Fondation, et sa mère, Rosalie Dupont, pédagogue spécialisée en éducation inclusive, qui assumera la coordination du projet. Louise, suivant le script qu'ils avaient répété, marcha jusqu'au piano qui avait été placé sur scène et commença à jouer sa composition « Espérance ». La mélodie douce et émouvante résonna dans l'auditorium silencieux, et Léon put entendre quelques soupirs émus venant du public. Lorsque la musique se termina, les applaudissements furent chaleureux et prolongés. Louise fit une petite révérence et retourna aux côtés de Léon, clairement fier de sa performance. La Fondation Vidal investira initialement 5 millions d'euros dans des projets d'éducation inclusive, des thérapies spécialisées et des recherches sur le développement de l'enfant. Notre objectif est d'aider 500 enfants avec des besoins spéciaux au cours des 2 premières années, continua Léon, présentant des données concrètes et des objectifs spécifiques. Puis vint la partie la plus difficile, la session de questions. Le premier journaliste alla droit au but. « Monsieur Vidal, votre nièce a intenté un procès alléguant que votre déficience visuelle compromet votre capacité à gérer l'entreprise. Que répondez-vous à cela ?» Léon prit une profonde inspiration avant de répondre. Au cours des 7 dernières années, notre entreprise a connu une croissance de 180%. Nous avons développé 17 nouveaux brevets et nous sommes devenus la 2e plus grande entreprise biotechnologique du pays. Si cela est le résultat d'une incapacité, j'imagine quelle serait notre performance si j'étais capable. Des rires discrets résonnèrent dans l'auditorium. De plus, continua-t-il, j'aimerais profiter de cette occasion pour clarifier quelque chose. J'ai perdu la vue, pas l'intelligence. Je gère l'entreprise en utilisant des technologies d'assistance, des rapports détaillés et une équipe extrêmement compétente. Steve Jobs était dyslexique et cela ne l'a pas empêché de révolutionner la technologie mondiale. Une journaliste de TF1 posa la question suivante. « Monsieur Vidal, des rumeurs circulent selon lesquelles vous seriez devenu un reclus après l'accident. Comment expliquez-vous ce changement de comportement ? Il est vrai que je me suis éloigné de la vie sociale après l'accident, non pas par incapacité mais par deuil. J'ai perdu non seulement la vue, mais aussi ma femme qui était décédée quelques années auparavant. Cela a été une période de reconstruction personnelle. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai choisi de revenir dans le monde, motivé par un but plus grand. » Rosalie fut interrogée sur ses qualifications pour coordonner la fondation. « Madame Dupont, avez-vous de l'expérience dans la gestion d'organisation du secteur associatif ? J'ai une formation en pédagogie de l'Université de Lyon. Je me spécialise en éducation inclusive. J'ai travaillé 10 ans comme professeur avant de me consacrer entièrement au développement de ma fille. Ma qualification vient non seulement de la formation académique, mais de l'expérience réelle d'élever un enfant avec des besoins spéciaux et de comprendre les difficultés que les familles rencontrent. La question la plus émouvante est venue d'un jeune reporter. « Louise, peux-tu jouer une autre musique pour nous ?» Louise a regardé Léon, qui a hoché la tête d'encouragement. Elle est retournée au piano et a joué pour Élise, la même musique qu'elle avait apprise en entendant Léon jouer des mois auparavant. L'exécution était parfaite, démontrant son extraordinaire talent musical.
Lorsque la présentation s'est terminée, l'auditorium a explosé en applaudissements enthousiastes. Plusieurs reporters se sont approchés pour des interviews individuelles et Léon a pu percevoir que la perception avait complètement changé. « Monsieur Vidal », a déclaré la reporter de Record, « après vous avoir vu ici aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut remettre en question votre capacité de leadership. » Dans l'après-midi, les premiers résultats de la stratégie commençaient déjà à apparaître. Les actions de Vidal Biotech ont augmenté de 12% à la bourse et l'entreprise a reçu des dizaines d'appels d'investisseurs intéressés à soutenir la fondation. Plus important encore, le récit public avait changé. De entrepreneur handicapé à leader visionnaire avec un but social. Le soir, de retour au manoir, Léon, Rosalie et Louise ont célébré avec un dîner spécial préparé par Madame Constance. Louise avait reçu d'un des reporters un petit trophée improvisé fait avec un stylo et du papier, avec l'inscription « Meilleur jeune pianiste de Lyon ». « Monsieur Léon », a déclaré Rosalie pendant que Louise jouait avec son trophée, « ce qui s'est passé aujourd'hui était plus qu'une conférence de presse, c'était une déclaration que les personnes spéciales, qu'elles soient adultes ou enfants, ont beaucoup à contribuer au monde. » Rosalie, puis-je te confier quelque chose? Aujourd'hui a été le jour où j'ai enfin cessé de me voir comme une personne diminuée par la cécité. Pour la première fois en 7 ans, je me suis senti complet à nouveau. Louise s'est approchée des deux et a remis à Léon son dernier dessin du jour. C'était lui sur scène, debout et souriant, avec une couronne dorée sur la tête et entouré d'enfants heureux. Dans un coin du papier, elle avait écrit en lettres soignées « Mon héros ». Ce soir-là, Léon s'est endormi en sachant qu'il avait accompli une étape fondamentale de son retour dans le monde. Mais plus important que cela, il avait découvert que sa véritable force ne venait pas de surmonter la cécité, mais d'utiliser ses expériences pour aider d'autres personnes à surmonter leurs propres limitations. Le processus de Caroline était encore en cours dans les tribunaux, mais maintenant, Léon avait quelque chose qu'il n'avait pas avant. Un récit public de compétences, de but et de leadership qui serait très difficile à contester. 3 semaines après la conférence de presse, un matin ensoleillé d'août, Léon a reçu l'appel qu'il attendait depuis des mois. Docteur Adrien appelait avec une voix chargée de satisfaction « Léon, je viens de recevoir la décision judiciaire. Le procès de Caroline a été entièrement rejeté. Le juge a estimé qu'il n'y avait aucune preuve d'incapacité de ta part et a même ordonné qu'elle rembourse intégralement les montants détournés, sous peine de prison. » La nouvelle a apporté du soulagement, mais pas de surprise. Depuis la conférence de presse, le soutien public à Léon avait été massif. Des entrepreneurs, des politiciens et des organisations de personnes handicapées s'étaient manifestés en sa défense, transformant Caroline d'accusatrice en symbole de préjugés et de profit. « Adrien, y a-t-il des nouvelles sur le remboursement de l'argent ?» Elle a déjà commencé les transferts. Apparemment, son mari, qui n'était pas au courant du stratagème, a été horrifié lorsqu'il a découvert et fait pression pour qu'elle collabore totalement avec la justice. Pendant qu'il parlait avec Adrien, Léon entendait Louise jouer du piano dans le salon. Il y avait quelque chose de différent dans sa musique aujourd'hui, plus joyeuse, plus confiante. C'était comme si la petite fille réalisait qu'une phase difficile était passée. « Monsieur Léon », a déclaré Rosalie, apparaissant à la porte du bureau après qu'il ait terminé l'appel, « j'ai une nouvelle importante à te raconter. » « Quel genre de nouvelle ?» Louise a commencé à parler davantage. Hier soir, à la maison, elle a dit une phrase complète pour la première fois. « Maman, j'aime Monsieur Léon comme papa. » La révélation a profondément ému Léon. Au cours des 5 mois de cohabitation, sa relation avec Louise avait évolué d'une curiosité mutuelle à un véritable attachement paternel. « Rosalie, puis-je poser une question personnelle ?»« Bien sûr. As-tu déjà pensé à fonder une nouvelle famille? Ne te méprends pas, mais tu es une femme jeune, intelligente, dévouée. Louise mérite aussi d'avoir une figure paternelle dans sa vie. »
Rosalie est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre avec une sincérité touchante. « Monsieur Léon, je vais être honnête. Depuis que mon mari est mort, je n'ai jamais pu imaginer un autre homme faisant partie de notre vie. Mais ces derniers mois, eh bien, en voyant comment tu prends soin de Louise, comment tu te soucies d'elle, comment tu la fais sourire, parfois je me surprends à penser que peut-être Louise a déjà trouvé cette figure paternelle. » La confession flottait dans l'air comme une possibilité non verbalisée, mais clairement présente dans le cœur de chacun. Ce week-end-là, Léon a pris la décision la plus importante de sa vie depuis l'accident. Il a appelé Rosalie pour une conversation formelle dans la bibliothèque où tout avait commencé des mois auparavant. « Rosalie, je veux te faire une proposition pour toi et Louise. Une proposition qui va bien au-delà du travail. J'écoute. J'aimerais que vous déménagiez définitivement ici. Pas comme employée et dépendante, mais comme famille. Je veux adopter Louise officiellement et je veux que tu acceptes de m'épouser. » Le silence qui a suivi était chargé d'émotion. Léon a pu entendre la respiration entrecoupée de Rosalie, clairement en train de traiter l'ampleur de la proposition. « Monsieur Léon, est-ce vraiment ce que tu désires ? Rosalie, au cours des 5 derniers mois, vous avez transformé ma maison en un véritable foyer. Louise m'a appris à voir avec le cœur, et tu m'as montré qu'il est possible de reconstruire sa vie même après les plus grandes pertes. Je ne peux plus imaginer mon existence sans vous deux. » Et Louise, elle a son mot à dire dans cette décision. Et la véritable vision ne nécessite pas des yeux. Fonctionnelle, elle nécessite seulement un cœur prêt à aimer sans condition. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final. Elle est très émouvante.